Bonjour Bonjour. et bienvenue à ce nouveau format de webinaire. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va vous partager notre écran. Alors, ça va juste prendre une petite minute, normalement, si tout va bien. Et on va commencer donc ce nouveau format de webinaire qui est sous forme de questions-réponses. Au moment de l'inscription, vous nous avez tous posé plusieurs questions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a séparées par thème et on va les voir progressivement. Donc, normalement, je vais voir la présentation. Donc, on va commencer par un des sujets qui est revenu assez fréquemment. Voilà. Pardon, donc, un sujet qui est revenu assez fréquemment. Avant, on va se présenter. Donc, je suis Marie, je suis la gérante de l'agence Terra Chili qui est basée à Valparaiso. Moi, je suis Sébastien, je suis son gérant adjoint et ça fait presque maintenant 3 ans que je suis au Chili. Donc, demandez quand voyager au Chili. Donc, c'est une question qui a été posée notamment par Bénédicte, par Jérôme, Stéphanie et Laetitia. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé tout simplement le Chili par grande région. Normalement, ce qu'on dit pour le retenir plus facilement, c'est qu'on peut voyager au Chili de novembre à mars. Ça veut dire voyager dans toutes les régions. Sinon, comme vous pouvez le voir sur le calendrier, on peut vraiment voyager toute l'année. Alors, comment marche ce calendrier météo? C'est tout simple. On a pris les données d'un site qui s'appelle Weather to Travel pour tout ce qui est information de température et de pluviométrie. Ensuite, le système de Modi, c'est nous qui l'avons créé avec notre expertise, avec notre ressenti aussi des changements de saison. Le plus, c'est que c'est vraiment la saison idéale pour voyager. En jaune, ça va être une saison plus mitigée qui a ses avantages, puisqu'en général, il y a moins de fréquentation, il va y avoir aussi de meilleurs tarifs, mais le temps peut être voire pluvieux. En rouge, ça va être une saison qui est un petit peu plus compliquée, temps pluvieux, voire de la neige, donc plutôt à éviter. Donc, ce que vous voyez, c'est que pour tout ce qui va être désert d'Atacama, il faut faire attention à l'hiver altiplanique, janvier, février surtout, où il y a un peu plus de pluie, ce qui peut entraîner la fermeture de certains sites. Nous, on ne déconseille pas à 100% de ne pas voyager à ce moment-là. C'est aussi agréable parce qu'il y a moins de monde à San Pedro à ces dates-là. Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des changements de programme dû à la météo, tout simplement, notre outil sur place adapte le programme. Région centrale, on peut vraiment voyager toute l'année. Prévenir juste qu'en effet, entre juin et septembre, il peut y avoir quelques Région des lacs et Patagonie, donc là, vraiment le sud du pays, c'est là où on va avoir des températures plus compliquées. Patagonie, on déconseille vraiment en hiver, de juin à septembre. Beaucoup d'hôtels sont fermés et il y a énormément de neige. Région des lacs, c'est un petit peu pareil. De mai à août, beaucoup d'hôtels en fait sont fermés, sont en rénovation et rouvrent plutôt en septembre. Île de Pâques, on peut voyager toute l'année. Il faut juste savoir que juillet, août et septembre, il va y avoir un petit peu plus de pluie, si on peut dire, pour l'île de Pâques. Donc voilà, ça, ce document, on vous l'enverra aussi en PDF. Il est assez pratique à toujours avoir dans un coin de son bureau au moment de faire les exercices. Alors, une autre question évidemment qui a été posée en particulier par Malvina, c'était pourquoi en fait voyager au Chili? Ici en fait il y a beaucoup de raisons pour lesquelles voyager ici au Chili, pardon, mais ici on en a évoqué 5 pour que vous puissiez évidemment en discuter avec vos voyageurs également. Donc, euh, c'est vraiment une terre de contraste. On a des déserts au nord du Chili, les Andes dans la région centrale, des vignobles, des lacs et des volcans dans la région des lacs, et des glaciers, par exemple en Patagonie. Donc c'est vraiment un voyage où vous pouvez voir tout type de paysage et une réelle terre de contraste. Le Chili, c'est également aussi une terre de rencontre, dans le sens où en fait, on a différentes communautés au Chili dans lesquelles vos voyageurs en fait peuvent faire différentes expériences. Par exemple, la communauté Atacamaine dans le désert d'Atacama, les Mapuche dans la région des lacs, la communauté Chilota Chiloé et la communauté Rapa Nui sur l'île de Pâques.
C'est aussi une destination pour tous parce qu'on peut proposer en fait différents types de voyages, par exemple l'aventure et la nature, gastronomie et œnologie, trekking et ascension, ou encore faune et astronomie. C'est également une destination reconnue dans le sens où en fait, par exemple en 2018, Planète l'a élue destination de l'année 2018. En 2017, 2016 et 2015, c'était aussi élu destination aventure par différents acteurs du marché. Donc voilà, c'est vraiment une destination reconnue à ce niveau-là. Et finalement aussi, c'est en fait une destination à combiner, dans le sens où en fait, le Chili se combine facilement, par exemple, avec le Pérou et la Bolivie au niveau de l'altiplano, et la Patagonie au niveau de l'Argentine. Pour le balnéaire, le Chili, on ne recommande pas vraiment, mais par contre, on peut le combiner avec l'Uruguay ou le Brésil. À savoir que maintenant, les vols multidestinations sont presque au prix de vols aller-retour classiques, les vols internationaux. Donc, c'est vraiment intéressant pour faire une arrivée à Santiago, un départ de Buenos Aires, une arrivée à Santiago, un départ du Brésil. Une autre question a été posée par Catherine, c'est que faire en fait pour un premier voyage au Chili. Donc nous, on vous présente notre merveille du Chili, qui est un peu notre programme emblématique en 15 jours avec les incontournables de la destination. Donc, vous allez arriver à Santiago, vous allez ensuite à Valparaiso, vous voyez rapidement la région centrale, vous rendez ensuite dans le désert d'Atacama, puis rendez-vous dans la région des lacs et à Chiloé, et vous finissez finalement le voyage en Patagonie avec notamment une nuit dans le parc Torres del Paine. Donc, c'est vraiment en 2 semaines un très bon panorama du Chili. On vous a mis un ordre de prix aussi avec des hébergements de charme 3 étoiles en 15 jours, tout ça en privé évidemment, avec des horaires de visite adaptés pour éviter les pics de fréquentation. On vous enverra, vous avez aussi disponible en cliquable ce programme. Donc, une question qui est beaucoup revenue, qui a été posée notamment par Elsa, par Henri et par Juliette, c'est comment est-ce que le budget de voyage Pour vous donner un ordre d'idée, comme vous l'avez vu chez vos dernières du Chili, donc base de voyageurs en hébergement 3 étoiles standard pour 15 jours. En privé, on va être environ à 4 765 $ par personne et en 100% au autour, 2 550 $. Si on parle évidemment avec les pays voisins, ce que font systématiquement les voyageurs qui, par exemple, ont déjà été en Pérou, ont déjà été en Bolivie, ils vont trouver le devis cher. Comment faire donc pour expliquer en fait le prix du voyage, le budget du voyage nécessaire pour faire notamment un beau voyage au Chili. Donc déjà expliquer la situation économique du Chili, c'est un des pays les plus développés économiquement d'Amérique latine. Si on les compare par exemple au Pérou ou à la Bolivie, il faut savoir que les salaires au Pérou sont environ de 23% moins élevés qu'au Chili et en Bolivie jusqu'à 46%. Donc forcément, ça veut dire que ce soit les chauffeurs, les guides, le personnel hôtelier, tout ça va être, toutes ces personnes-là vont recevoir un salaire qui est beaucoup plus important. Donc le coût du voyage va être plus élevé. Ce qu'on conseille en général pour vraiment réussir à adapter le voyage au budget de vos clients, c'est de mélanger les modes de voyage. C'est-à-dire qu'on va par exemple vous conseiller de faire de l'autotour dans la région centrale, être accompagné d'un chauffeur de hispanophone en Patagonie et partir en semi-privé à Atacama. Comme nos guides sont spécialisés vraiment par région, c'est tout à fait possible de mêler les modes de voyage et c'est aussi intéressant pour des voyageurs qui parfois n'ont pas envie d'être suivis pendant 2-3 semaines à 100% par un guide, qui ont besoin d'un peu de liberté et d'avoir aussi des expériences de voyage différentes. Et ensuite, démontrer le rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'on entend par le rapport qualité-prix C'est ce qu'on dit aussi. On ne dit pas que le Chili est cher, on dit qu'il y a un rapport qualité-prix dans le sens où, par exemple, si vous prenez les parcs nationaux, c'est la CONAF, donc les gardes forestiers chiliens, si vous voulez, qui gèrent cela. Et ils le gèrent très bien. Les parcs nationaux sont très bien entretenus avec beaucoup de treks balisés qu'on peut faire en libre. C'est aussi des endroits qui sont, de par la géographie du Chili, relativement excentrés. Si vous prenez San Pedro de Atacama ou encore Torres del Paine, ça a été des endroits avec l'île de Pâques où les hôtels vont être les plus élevés, aussi en raison de la situation géographique. San Pedro, c'est un oasis au milieu du désert. Torres, c'est un parc national très préservé au cœur de la Patagonie.
Alors, Natacha aussi nous a demandé, par exemple, un petit focus un peu sur les différentes formules all-inclusive qu'on pouvait proposer au Chili. Alors, de manière générale, donc on propose cette formule au Chili. De manière générale, c'est ce que je vais expliquer ici. On fait une différenciation entre les catégories, on va dire, plus 3 étoiles et les services que proposent plutôt les catégories d'hôtels plus élevés, type 4-5 étoiles. Sur les hôtels 3 étoiles, par exemple, on va essayer de ne pas, en tout cas, nous, on ne propose pas trop ce type d'alternative-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience pour les voyageurs va être assez moyenne parce qu'on propose en fait des services regroupés, peu qualitatifs parce que beaucoup de personnes sur le tour et des guides qui s'adaptent peu, justement, vous, nombre de personnes, aux besoins des voyageurs. Et donc, voilà, c'est pour ça que, par exemple, sur San Pedro Atacama, ben, nous, on propose plutôt des services semi-privatifs de 2 à 6 personnes, ou du privé, mais plutôt du semi-privatif pour avoir un meilleur justement rapport qualité-prix. Et voilà pour ça. On peut proposer aussi de l'inclusif sur des hébergements plus luxe, par exemple type 4-5 étoiles. Et là, on va travailler avec 3 types d'hôtels principalement, qui sont les Tierra et qui sont là vraiment destinés pardon, à des clients qui recherchent vraiment le design dans l'hôtel. Ces hôtels-là, Tierra, il y en a 3 en fait. Il y en a un à Atacama, un à Chiloé et un dans le Parc del Paine, un petit peu en dehors. Ces hôtels Tierra proposent en fait des services regroupés en anglais ou en espagnol, pardon, pour des petits groupes, on va dire entre 4 et 10 personnes. Donc voilà, ces services-là, en fait, même si c'est des regroupés, c'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a par exemple sur les all-inclusive 3 étoiles. L'autre possibilité, c'est l'Explora, qui va plutôt être destiné à une clientèle US, celle-là, qui peut aussi regrouper anglophone et hispanophone. Et enfin, les hôtels Awassi, qui sont des hôtels en fait relais châteaux, qui vont vraiment être là proposés sur des clients plutôt VIP, qui recherchent vraiment le luxe et les qualités, en fait, des prestations sur mesure, puisque les hôtels Awassi, en fait, proposent des services privatifs, francophones, anglophone et hispanophone. Et enfin, Marie, vous en parlez un peu plus en profondeur dans un petit moment, on a un hébergement aussi atypique en inclusif qui s'appelle l'EcoCamp en Patagonie. Exactement. Donc, si je veux bien comprendre avec le inclusif, c'est exactement ce que tu sais. C'est-à-dire que 3 étoiles, nous, on en évite. Par contre, on propose beaucoup, en effet, 4 et 5 étoiles, et bien différencier Tira, qui est une clientèle assez moderne, Explora, qui va plutôt pour une clientèle anglo-saxonne, qui a des affinités avec le mode de voyage anglo-saxon, et Awassi, qui va être vraiment très luxe, et aussi très clientèle francophone, pour les services privés francophones, mais aussi tout simplement pour la marque Relais Château. Donc, l'éco-plan Patagonia, ça me permet de faire une parfaite transition vers la question de visa sur le camping au Chili. Alors oui, il est tout à fait possible de faire du camping au Chili. Donc, il y a différents types de camping. Vous allez avoir le camping un peu sommaire, classique, un emplacement, la tente, le duvet. Vous pouvez louer dans 90% des cas le matériel sur place, donc vous pouvez l'inclure dans les devis. Ça va être le cas sur la route australe et à Torres del Paine. Attention sur les refuges et les campings à Torres del Paine, notamment pour le Trek W, il faut compter au moins 6 mois, voire 8 mois pour être sûr d'avoir des disponibilités. On peut aussi faire du camping sauvage, mais ça, nous, on n'engage pas évidemment la responsabilité de l'agence. C'est pas interdit, mais il y a aussi des espaces un petit peu qui sont prévus ou qui sont recommandés par la commerce. Et on pose également le bivouac. On a du matériel de bivouac et on peut faire partir une équipe avec le matériel de bivouac dans n'importe quelle région du Chili. Donc ça, c'est pour le camping, mais on propose également du glamping, ce qui permet de revenir à l'écolodge et à l'écocamp Patagonia. Donc, le glamping, on a 2 formules. On a en Patagonie, donc en fait, ce sont des dômes. Là, c'est pas itinérant, mais c'est au cœur du parc. Vous avez des dômes soit standards sans chauffage avec salle de bain partagée, soit supérieurs et suite, là avec du chauffage et une salle de bain privée, qui propose donc une formule all inclusive avec des excursions regroupées en anglais et en espagnol. Et dans le désert d'Atacama, maintenant, on propose également du glamping. Donc, soit ça va être du glamping, camping pour l'amour, soit ça va être du glamping confort avec des futons sur le sol, mais quand même la petite terrasse, un lavabo, une salle de bain, une cuisine, évidemment le télescope pour regarder les étoiles le soir,
ou alors la version luxe, là, avec le lit, les malles, vraiment voilà, la version plus douce du Blanc. Alors, nous avons aussi Maud qui nous a posé une très bonne question, en fait, si le Chili pouvait se faire en famille. Eh bien oui, tout à fait. Dans un premier temps, donc, je vais citer en fait quelques, on va dire, expériences ou activités qu'on peut faire et qu'on a développées justement pour ces voyages en famille. Par exemple, on a un atelier ceviche en fait qui est le ceviche, c'est cette recette traditionnelle en fait à base de poisson qui cuit en fait juste dans le citron. Et donc, on a fait un guide à Valparaiso qui emmène toute la famille, dans un premier temps, acheter le poisson au marché, qui revient ensuite à sa maison, justement, pour le cuisiner. Donc, ça, c'est une super activité en famille. On a aussi le Street Art Kids à Valparaiso. Donc, Valparaiso, ville au patrimoine de l'UNESCO, est célèbre évidemment pour ses peintures murales. Et donc, en fait, le guide en fait toute la famille au sein de Valparaiso dans les différents cerros. Et à un moment, en fait, il y a en fait avec ce guide-là, justement, une rencontre avec une personne qui fait du street art. Et justement, il initie en fait les enfants à cet art sur les murs en fait de Valparaiso. On a un petit endroit pour ça. Et c'est vraiment dessus. On a des super retours aussi de voyageurs sur ça parce que c'est une vraie rencontre aussi avec la personne qui fait le street art et les enfants, comme les parents, ça fait beaucoup. Pour des choses un petit peu plus aventures, on a la région des lacs qui se fait très bien, et dans la Patagonie, et la région des lacs, par exemple, avec des activités de rafting, de kayak ou des balades à cheval. Quand on dit aussi voyage famille, on pense aussi évidemment à l'altitude, à San Pedro de Atacama par exemple, ou dans le nord de manière générale. C'est que, en fait, ben, évidemment, l'altitude fait en sorte qu'on ne peut pas proposer ces voyages à n'importe quels enfants, on va dire. Alors, de manière générale, nous, on ne peut pas proposer des voyages en fait, en altitude aux enfants de moins de 5 ans, de manière générale. Et entre 5 et 7 ans, on va demander un certificat médical du médecin. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est qu'évidemment, nous, on a fait, en fait, on a créé des programmes spécifiques et adaptés, évidemment, aux enfants. Par exemple, sur San Pedro de Atacama, on va proposer des activités qui ne dépassent pas les 3500 mètres pour justement pouvoir permettre de faire profiter toute la famille de ces excursions-là. Une possibilité aussi sur San Pedro, c'est de pouvoir en fait proposer des gardes d'enfants dans certains hôtels. Tous les hôtels ne le proposent pas, mais évidemment, nous, on sait quels hôtels le peuvent faire, et donc ça, c'est aussi une possibilité en fonction des familles de ce que souhaitent les familles. Le Grand Nord, donc c'est toute cette région en fait entre San Pedro de Atacama et Arica. De manière générale, c'est assez déconseillé. Pourquoi? Parce qu'on a des nuits en altitude et voilà, c'est pas vraiment ce qui est le plus conseillé. De manière générale, donc oui, le Chili est une destination famille, mais plutôt pour les enfants et les adolescents que les jeunes enfants et les adultes. Tout à fait. Voilà. Ce qui nous permet de faire une transition vers le voyage en groupe. Donc, à la même demandé si on faisait des voyages en groupe. Depuis 2 ans, en effet, on propose des GIR, donc des départs garantis, des 2 voyageurs, en petit groupe, donc avec un maximum de 14 personnes, aussi pour répondre en fait à la demande des voyageurs solo, donc des personnes qui veulent voyager tout seuls, mais qui sont un peu refroidis par le rapport qualité-prix du Chili. Donc, on a créé 3 programmes, Merveille du Chili, Patagonie Chili, Argentine, 100% Chili, et tout un système de collection, donc avec le premier objectif Chili. Donc, Merveille du Chili, ça va être celui qu'on a vu ensemble, 14 jours, pour faire vraiment un beau tour du Chili. Patagonie, Chili et Argentine, c'est justement avec nos collègues de Terra Argentina qu'on vous propose 12 jours en Patagonie. Et le 100% Chili, c'est pour des séjours un peu plus courts, de 11 jours, en se concentrant sur Valparaiso et la Patagonie. Je vais laisser ça vous présenter rapidement l'objectif 6000. Alors, donc l'objectif 6000, c'est un programme d'expédition en fait, qu'on a organisé justement pour ces voyageurs en fait, qui souhaitent en fait, faire du trekking et des ascensions. Et on a créé un programme en fait, de 14 jours avec 10 jours d'expédition qui permettent en fait, aux voyageurs de découvrir tous les incontournables en fait, de la région de San Pedro de Atacama, mais sous forme de trekking, et ainsi que 4 ascensions au total pour finir avec l'ascension du Pili avec justement cet objectif d'atteindre les fameux 6000 mètres. Exactement. Tous ces GIR, vous allez bientôt pouvoir les retrouver sur la plateforme tous les jours. Donc, dès qu'ils sont à jour, on manquera pas de vous envoyer un petit email pour que vous puissiez les directement.
Alors, aussi, si plusieurs personnes nous ont demandé en fait quels étaient les différents moyens de transport au Chili. Alors, dans un premier temps, évidemment, ben, c'est dans les airs, hein, par l'intérieur des vols domestiques. Juste pour vous donner une idée sur le séjour dont Marie vous a parlé, qui est notre classique merveille du Chili, sur 14 jours, donc en fait, qui vous permettent de découvrir San Pedro de Atacama, la région des lacs Chile et la Patagonie avec le parc Torres del Paine. Rien que pour ces 14 jours de voyage-là, on va proposer 5 vols internes. Donc, en fait, la typologie, la géographie pardon, du Chili fait en sorte que, de par sa longueur, ben, on doit proposer différents vols internes pour proposer les différentes régions. Dans un second temps, évidemment, c'est sur Terre, que ce soit en véhicule privatif, en voiture de location, en moto ou en vélo. Et enfin, sur l'eau, donc par exemple les croisières, je pense à la croisière Australis qui part depuis Punta Arenas, qui va jusqu'au Ushuaia, ou encore les croisières Scorpios qui partent par exemple depuis Puerto Natales ou Puerto Montt. Un deuxième moyen de navigation sur l'eau, ce sont donc les ferries qui peuvent par exemple se prendre sur la route australe, sur la région des lacs. Et enfin, les navigations à la journée, comme par exemple la navigation sur le Maghré à Torres del Paine ou des navigations sur le glacier Balmaceda. Tout à fait. Et pour rebondir aussi sur plutôt les moyens de transport dans les airs, avant, il existait des survols de Montgolfière avant les heures d'Atacama. Ça n'existe plus, mais par contre, on peut proposer des survols en hélicoptère, des airs, mais aussi de Santiago et de toute la région viticole. Louise et Corinne nous ont demandé est-ce que c'était possible de faire tout le Chili en road trip. Alors oui, c'est possible, mais pas pour tous les conducteurs. On distingue en fait dans les régions du Chili des régions qu'on va dire tout publiques et des régions qui vont vraiment plus être pour des conducteurs expérimentés. Les régions tout publiques, ça va être la région centrale avec Santiago, Valparaiso, aussi la vallée de l'Elqui, la région de la Chiloé et l'île de Pâques. Qu'est-ce qu'on entend par région tout public? C'est des routes asphaltées, du réseau téléphonique et GPS, une altitude basse et globalement des bonnes conditions climatiques. Les régions où là, on va vraiment être plus vigilants, nous, avant d'accepter finalement un autotour et on va demander aux clients d'avoir vraiment une sorte de certification ou de nous garantir au moins qu'ils sont habitués à la conduite sur piste. Ça va être le Grand Nord et Atacama pour des raisons d'altitude, de conditions climatiques extrêmes dans le désert et de peu, voire pas du tout de réseau. La Patagonie, donc pareil, des routes qui ne sont pas toujours en bon état, notamment à Torres del Paine, pas du tout de réseau dans le parc, des vents violents et beaucoup d'intempéries. La route australe également et terre de feu. Donc évidemment, oui, c'est possible de faire tout le Chili en road trip. Sinon, comme on vous le disait au début, on mélange les modes voyage selon les régions et selon l'expérience des conducteurs. Alors maintenant, plusieurs questions qu'on a eu un petit peu en vrac, entre guillemets. Donc Nadine nous a demandé pour la disponibilité des vols, notamment sur l'île de Pâques. Alors, pour vous dire, c'est vrai que cette année, ça a été particulièrement rude et rapide. Il n'y a qu'une compagnie LATAM qui opère sur l'île de Pâques avec 1 à 2 vols par jour. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de disponibilité aucune pour novembre et pour décembre pour l'île de Pâques. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut compter environ 1 an pour la très haute saison, qui va être novembre-décembre, mais aussi janvier et février. Février, où il y a le festival Tapati, donc on peut même rapidement monter à 1 an et demi. Pour vous dire, les derniers vols qu'on a eu Tapati, ils étaient à 1200 $. Et en haute saison, il faut compter au moins 6 mois. Donc très important, toujours vérifier la disponibilité des vols avant de vendre un voyage île de Pâques. Pareillement sur les hébergements, San Pedro de Atacama et Torres del Paine. Alors, San Pedro de Atacama, on a toujours évidemment trouvé des hébergements, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de problèmes de disponibilité sur nos hôtels, on va dire, emblématiques. C'est pour ça qu'on continue à visiter, à trouver d'autres alternatives. Et à Torres del Paine, c'est là où ça va être plus problématique parce qu'il y a un certain nombre d'hébergements, là où le remplissage est assez rapide. Et dès juin, c'est compliqué de trouver encore de la place pour novembre et pour décembre. Donc, voyage photo maintenant. Alors, Laure nous a demandé si on pouvait faire des voyages photos, si on avait des guides spécialisés.
Alors oui, on a des guides spécialisés, plus particulièrement Atacama, région des lacs, côte australe, mais aussi région centrale. Et on sait aussi tout simplement adapter l'itinéraire au voyage photo, c'est-à-dire faire bien attention au lever et coucher de soleil pour avoir les meilleures lumières, faire des itinéraires un petit peu plus lents aussi pour avoir vraiment le temps de la photo. Claudia nous a posé des questions sur l'hébergement chez l'habitant. Alors, l'hébergement chez l'habitant au Chili, oui, c'est possible. On a des expériences chez l'habitant, comme Seb vous l'a dit et qu'on va en parler juste après, notamment chez les Mapuches en Roukane, en maison traditionnelle, également à Chiloé. Ce qu'il faut bien comprendre par contre dans l'hébergement chez l'habitant, c'est plutôt l'hébergement au sein d'une communauté, dans des hébergements qui ont été faits par les voyageurs, sans qu'il y ait un côté folklorique ou purement commercial et forcé, c'est pas au sens propre dans la maison. Ensuite, Catherine nous a posé des questions sur les mines. Alors, en effet, le Chili est un pays très minier. Il y a, on va dire, 3 mines les plus connues au Chili. Ça va être déjà la mine de Chuquicamata, pardon, qui est à 15 km au nord de Calama, donc elle est encore en activité. Alors, elle est connue, nous, on ne la recommande pas spécialement en visite, à moins que vos clients aient un impact très particulier pour l'industrie minière. C'est-à-dire que si eux-mêmes travaillent dans l'industrie minière, voilà, s'ils ont une histoire avec ça, pourquoi pas, on peut le proposer. Attention, les horaires et les jours de visite changent régulièrement, donc bien revérifier avec nous, mais on ne le recommande pas spécifiquement. Par contre, oui, dans une expédition Grand Nord, on recommande toujours des usines de salpêtre de Santa Laura et surtout d'Humberstone, qui sont très connues, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont plus en activité, mais dans la visite, vous comprenez vraiment, au-delà vraiment de la technicité de l'usine de salpêtre, la vie des miniers, vous avez la pulperia, vous avez le cinéma, vous avez les différents types de maisons selon un peu les classes, et vous comprenez bien finalement tout ce huis clos qui étaient les usines de salpêtre à l'époque. Très peu historique. C'est voilà, exactement. Et enfin, on a une question sur les horaires de fréquentation. Vous avez peut-être pu le remarquer, on commence, notamment dans la région de San Pedro, à changer les horaires habituels de visite. L'exemple emblématique, c'est la vallée de la Lune. La vallée de la Lune a toujours été vendue pour un coucher de soleil avec un cocktail au Mirador. Il faut savoir que maintenant, il est interdit d'amener de l'alcool à la vallée de la Lune. Donc, c'est un pisco sour, mais plus un pisco sour. Et il y a énormément de monde. Ça veut dire qu'en novembre, vous allez avoir une dizaine de bus, une petite quinzaine de véhicules. Voilà, c'est très, très, très fréquenté. C'est pour ça que nous, maintenant, on préfère le proposer le matin pour justement avoir le lieu pour soi, le temps de vraiment faire des petites marches, être plus tranquille. Et on propose un coucher de soleil à Tevenkinchi, sur la lagune. Là, on peut servir un vrai beau cocktail et on peut avoir plus de temps et plus d'intimité aussi pour les voyageurs. Et enfin, avant d'attaquer sur les présentations plus de régions qui nous ont été demandées, Diane et Anne-Charlotte nous ont demandé un peu nos expériences, nos activités insolites. Donc ça, vous a déjà parlé du street art Kids, mais il faut savoir que c'est vraiment un produit qui plaît à tous. Donc, on l'a étendu maintenant en fait à tous nos voyageurs. On a eu des familles, on a eu des jeunes qui avaient la trentaine, mais on a eu aussi 2 couples qui avaient plus de la soixantaine, qui étaient ravis finalement de graffer dans les rues de Valparaiso. Donc, c'est vraiment une expérience insolite pour les voyageurs. Ils en gardent vraiment de très bons souvenirs. On a également dépoussiéré un petit peu la caravane de lama. Donc, ce n'est pas une expédition sur plusieurs jours, mais ça va être à la demi-journée. Vous partez dans l'oasis de Coyo, vous rencontrez la communauté et en fait, vous faites un petit trek dans l'oasis pendant 2 heures avec votre lama. C'est-à-dire que chacun est en charge de son lama. Donc ça aussi, c'est un produit qui plaît bien et c'est un produit qui plaît beaucoup aussi aux familles ou entre amis. Et le lama étant très populaire en ce moment, c'est un peu le nouveau chaton, ça cartonne. Toujours dans le désert d'Atacama, on propose une version un peu nouvelle du sandboard. Donc historiquement, le sandboard, ça se faisait à la vallée de la mort. Mais pareil, toujours le
problème entre guillemets du désert d'Atacama, c'est que c'est très fréquenté. Donc maintenant, on dit dune secrète, c'est-à-dire que nos guides font en fonction de leur fréquentation et en fait changent l'endroit d'excursion. Donc votre moniteur de sandboard vient vous chercher à 4 heures à l'hôtel. Il vous conduit dans la dune secrète. Il vous apprend à faire du sandboard, vous en profitez. Et à la fin, il y a un barbecue dans le désert qui vous attend avec en prime un petit jeu de pétanque. Ça, on peut aussi le proposer avec une nuit dans le désert. Et enfin, les communautés mapuche. Donc, les expériences qu'on a avec les communautés mapuche, ça va être soit à côté de Temuco, du côté de la Bolivie, soit à environ 1 heure de Pucón. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des endroits assez emblématiques de la région des lacs, donc ça s'intègre très facilement dans un devis. On peut avoir soit à la journée, donc ça peut être un trekking pour découvrir la culture, ça peut être un atelier cuisine, un atelier tissage. Vous avez aussi une initiation à la médecine traditionnelle et vous pouvez également faire ce programme sur plusieurs jours, donc en passant 1 nuit, 2 nuits, même jusqu'à 1 semaine avec la communauté mapuche. Et enfin, bon, évidemment, le glamping, mais ouais, on en a déjà parlé. Ça maintenant va vous faire 2 focus. Faisons d'abord un focus sur la Patagonie, puis un focus sur la route. Alors, donc Leïla nous a demandé un petit peu savoir un tout petit peu plus sur la réserve. Elle se fait très bien entre les mois en fait, de mi-octobre, on va dire, jusque fin mars. Pour un petit peu vous situer ici, donc le parc de Paina, en fait, il se rejoint à partir de l'aéroport de Punta Arenas, qui se trouve à 3h30 environ depuis Santiago. Et il y a encore à peu près, depuis Punta Arenas, donc 5h30 pour arriver jusqu'au parc. En général, nous, ce qu'on préconise aussi pour des questions parfois budgétaires, c'est de pouvoir faire dormir en fait vos clients justement à Puerto Natales et de faire des séjours voile depuis Puerto Natales, puisqu'en fait il y a un petit peu plus d'hôtels et surtout les budgets sont moins élevés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce parc? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire, très sincèrement. On peut faire des marches, il y a pas beaucoup de trekking à faire, des navigations pour voir les glaciers, des balades à cheval, des kayaks. C'est vraiment une destination à aventure, même si évidemment ça peut se faire aussi très bien de manière pour les clients qui peuvent le faire en privé. Donc ici, par exemple, ça c'est le Mirador pour Las Torres. Ici, le Mirador Green, là le Mirador Serrano et le fameux Guanaco. Et la navigation vers la Grèce. Donc c'est vraiment un parc qui est un incontournable et ça peut se faire vraiment pour tout type de voyageurs. Nicolas justement nous a demandé aussi un petit focus en fait sur la région de la Route australe. Alors la région de la Côte australe en fait qu'est-ce que c'est? Ça fait aussi partie de la Patagonie, mais justement en fait c'est une Patagonie un petit peu plus préservée encore je dirais, de par justement aussi son éloignement, hein, parce que c'est vraiment assez éloigné et isolé on va dire. Alors cette route australe en fait c'est une longue route qui part en fait depuis de la fin de la région des lacs après Port-Montt et qui finit à Villa Huggins tout en bas. Ici, on va faire un focus principal sur la région centre en fait, de la route australe. Pourquoi? Parce que c'est la région qui s'accède le plus facilement depuis Santiago et qui est aussi la plus belle puisqu'elle regroupe tous les alentours en fait, du lac General Carrera. Au niveau à laquelle partir, on peut faire aussi, de même que dans les Alpagné, entre on va dire mi-octobre jusqu'à fin mars. Combien de temps y passer sur cette région centre? Eh bien, en général, on préconise un minimum de 6 jours, 5 nuits pour faire les grands classiques, on va dire. Et si vos clients ont un petit peu plus de temps et ont envie de découvrir plus en profondeur cette région centre, on peut facilement y passer 10 jours, 9 nuits en faisant différents types d'activités. C'est aussi de la découverte des glaciers, du kayak, pas mal de trekking aussi dans les différentes zones. Donc voilà, c'est vraiment une Patagonie, je dirais, encore vierge et préservée, et ça plaît beaucoup. On peut la proposer avec un guide et un chauffeur, donc de manière privative, mais comme c'est île isolée, le rapport qualité-prix est assez onéreux, donc de manière générale, on la propose plus sous forme de location de 4x4 en recrute. Et ça se fait très bien, on a d'excellents retours, donc c'est vraiment chouette. Quelques petites photos pour vous imaginer, pardon, vous donner ça un petit peu en image. Donc ici, les chapelles de marbre. Par la suite, ici, ben voilà, comme vous voyez, un
pas mal de pistes sur cette photostrat, donc vraiment, il faut conseiller à des conducteurs expérimentés. Le glacier lyonnais près du lac Général Carrera, le Rio Bécor et enfin le fameux lac Général Carrera. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir assisté ou de regarder, d'avoir re-regardé ce webinaire. On va vous présenter rapidement l'équipe. Donc, vous avez Lolita, Émilie, Marius, moi, Aline, Seb et Cathy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer de toute façon la vidéo et vous pouvez aussi retrouver notre premier webinaire où là, on avait plutôt une approche assez exhaustive du Chili par région. On peut faire ce peu en 30 minutes. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Et au revoir. Au revoir.